Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, je vous salue. Nous sommes la terre de l'espérance. Et le Rivas voudrait par son projet apporter cette confiance nouvelle, cet espoir nouveau pour que Ivoirois et Ivoiriennes se trouvent bien sur leur sol, afin que notre terre soit véritablement la patrie de la vraie fraternité. Aujourd'hui encore, nous allons parler du foncier. Le thème que nous allons traiter est Côte d'Ivoire. Ta terre boit trop ton sang. Alors que nos cerveaux tournent sur le thème, écoutons la biganaise. Oui, nous venons donc d'écouter la biganaise. Je vous ai toujours posté la biganaise dans sa forme complète, c'est-à-dire la version intégrale de la biganaise. 2 refrains et 5 couplets. Et c'est l'ensemble qui représente les valeurs sur lesquelles nous devons retourner pour bâtir notre nation. La Côte d'Ivoire nation est à bâtir. Et c'est justement là que provient notre inquiétude du jour. Frères et sœurs, les nouvelles qui viennent de l'ouest de notre pays, les nouvelles qui viennent de la zone forestière, de plus en plus, ce sont des nouvelles violentes. En tout cas, rien ne va. Et tout a une seule racine, le foncier. De tout temps, le Rivas a demandé que nous ôtons la langue de bois et que nous parlons correctement du foncier. Qu'il soit le foncier urbain ou le foncier rural, mais surtout le foncier rural. Chaque jour, des hommes sont découpés. Chaque jour, des femmes sont découpées. Chaque jour, des conflits sur le foncier nous parlent de disparus, c'est-à-dire des gens même qu'on ne retrouve pas du tout. Alors que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture, nous avons conscience que quiconque dit agriculture dit terre. Donc, l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur la terre. Si c'est la force de notre économie, c'est qu'elle représente l'élément vital pour nos compatriotes et naturellement pour les étrangers qui vivent chez nous. Mais ce qui nous est donné de constater,
régulièrement ne fait pas honneur à notre nation, ne fait pas honneur à notre peuple, ne fait même pas honneur à nos gouvernants. Chaque jour, il y a des morts. Aujourd'hui, nous voulons partir d'un témoignage. Tout à l'heure, nous avons ce témoignage-là que nous allons montrer. Et c'est de ce témoignage-là que nous allons bâtir notre enseignement d'aujourd'hui. Voyez-vous, frères, je voudrais vous montrer ceci. Et ensuite, continuer notre émission. Vous voyez, cet homme qui est sur un brancard, je crois sur la terrasse de l'hôpital, ça c'est déjà inquiétant pour notre système de santé. Cet homme-là est de Diboké. Cet homme que je vous montre là, il est de Diboké. Nous allons lire le témoignage de ce que nous venons de vous montrer. Et ensuite, nous allons discourir. C'est son père qui rend le témoignage, rapporté par des journalistes. Voici ce qu'il dit. Ouedraogo Valentin, un Burkinabé, s'est accaparé de ma. Celui qui parle s'appelle Paon ou Maurice. Donc, s'est accaparé de ma plantation sous prétexte que X la lui aurait vendue. Sous prétexte que X la lui aurait vendue. Je lui ai demandé de quitter la dite plantation, mais il a toujours refusé. Notons les éléments importants, bien-aimés frères et sœurs. Je lui ai demandé de quitter la dite plantation, mais il a toujours refusé. À plusieurs reprises, je lui ai rendu des convocations de la part du sous-préfet, mais jamais il n'a répondu. Ce lundi, mon fils est allé au champ et c'est à ma grande surprise de savoir qu'il a été tailladé à la machette. Il y a des éléments importants qu'il faut retenir. Vente par X. Ensuite, demande pressante pour qu'il quitte la plantation, mais jamais il n'a accepté. Le plus grave vient, toutes les convocations du sous-préfet sont restées sans suite. Vous savez, bien aimés frères et sœurs, la façon dont la politique a toujours été faite en Côte d'Ivoire ne peut pas apporter la vie. Parce que vous voyez, des Ivoiriens pensent que c'est leur leader qui a le droit d'être président à vie. Chaque groupe pense que son leader est le digne qui doit être président à vie. Et que donc les autres n'ont pas droit à la parole. De sorte que même que ce président soit bon ou mauvais, on l'adule, on lui organise
des cérémonies d'acclamation. Et lui aussi, affolé et grisé par le tapis rouge, il se prend pour un roi de notre population. Et je vous le dis, cela dure depuis 60 ans. Allons à l'analyse des éléments qui ont conduit à ce drame. Et chaque Ivoirien intelligible, chaque Ivoirienne intelligente saura aisément situer les responsabilités. Merci Constant Kofi. Lorsque nous lisons ces témoignages, il est dit que la terre a été vendue par X. Donc celui même qui a acheté la plantation dit que c'est quelqu'un d'autre qui lui a vendu la plantation. Mais nous considérons que là nous sommes dans un village. Donc je commence par la structure traditionnelle de notre nation. Nous sommes dans un village. Et un autochtone a un souci de plantation. Quelqu'un dit qu'une autre personne, cette personne dit X, non identifié, cela s'entend, lui a vendu la plantation. Le propriétaire présumé lui demande de quitter la plantation. Il n'a jamais obtempéré. À la fin, ce drame que nous avons vu là est arrivé. Première question. Où est passé le chef de ce village? A-t-il été saisi? Quel a été son niveau d'intervention pour aplanir ce litige? Vous voyez, il y a des petits malins qui pensent qu'ils sont intelligents. Et lorsque dans la proposition du REVAS, nous disons que le premier élément, c'est qu'il faut arrêter de croire que la terre appartient à l'État. Quand nous disons ça, les gens racontent leur vie. Parce qu'aujourd'hui, si les populations autochtones, les populations que je vais appeler les populations villageoises, n'ont pas de force pour régler ces genres de problèmes sur leur surface de compétence, c'est parce que tout intrus qui arrive sur nos terres dit que la terre là c'est pour tout le monde, parce que la terre appartient à l'État. Et quand il accompagne ça du prétexte qu'il a acheté, alors il devient roi. Vous voyez, mes frères, si nous voulons faire la politique, commençons par l'humaniser. Rendons notre politique humaine. Et au REVAS, nous disons que la première matière de la politique, c'est l'homme. Pour nous, c'est capital. La politique doit commencer par l'homme et doit se terminer par l'homme. Parce que la politique n'est pas dans l'exploitation de l'homme. Loin de là. La politique est pour le bien et le développement de l'homme. Parce que la politique et le politique viennent pour répondre au manque de l'homme. En posant la question de quoi l'homme a-t-il besoin? En répondant à ce besoin, les infrastructures vont naître et l'économie à mettre en place pour pouvoir créer ces infrastructures vont venir. Donc c'est l'homme d'abord, les infrastructures, la politique économique et après vient le financement. Si vous renversez cet ordre-là, vous n'êtes pas en politique. Parce que l'homme ne compte plus pour vous. Lorsque nous prenons une nation, elle vient s'installer sur une terre.
Je ne veux pas rentrer dans l'histoire profonde. Mais il est évident que les nations se sont installées sur des terres avant que ce fameux blanc méchant, déstabilisateur, n'entre chez nous pour oser nous parler d'État. Il est évident, frères ivoiriens, sœurs ivoiriennes, que lorsque nous étions sur cette terre, avant que peut-être en 1800 ou en 1600, le premier explorateur n'apparaisse ici, nous étions gouvernés dans nos villages. Nous avions notre économie, notre politique. Nous avions notre façon de faire notre commerce. Donc, nous avions notre monnaie. Souvent même, il y a eu des guerres pour posséder les terres. Souvent même, des familles ont explosé et se sont éloignées pour posséder des terres. Il n'était pas question d'État. Il n'était même pas question que Voyant allait devenir député et qu'il allait devenir président un jour. Donc, nous avons les populations autochtones qui ont migré d'où ils sont venus. Ils ont trouvé certainement d'autres sur place ici. Une chose est certaine, ces populations ont été maîtresses de la terre avant qu'un jour on parle d'État. Parce que vous voyez, l'ignorance tue, et Dieu l'a dit, par manque de connaissances, mon peuple périt. Ce que nous appelons État, qui est une entité juridique. Donc l'État, c'est quoi? C'est le gouvernement, c'est le Parlement, ce sont les institutions. Voici ce qu'on appelle l'État. Mais cet État-là n'est autre que le bureau exécutif de la Mutuelle Côte d'Ivoire. Et je voudrais que nous nous repérons sur nos valeurs pour bien comprendre ces choses-là. Lorsque vous avez une mutuelle de développement, prenons la mutuelle de développement de Bangolo. Lorsque ensemble, la population de Bangolo, on dit Bangolo, met sur pied cette mutuelle, la population va mettre en place un bureau exécutif qui aura à charge de conduire les décisions qui sont prises en assemblée générale, et ce bureau aura à charge de rendre compte au bout de son mandat. Le bureau, c'est président, vice-président, secrétaire, secrétaire général adjoint, trésorier, trésorier adjoint. Est-ce que ce bureau que je viens de citer va se prévaloir d'être propriétaire de ce qui appartient à la population de Bangolo? Les intelligents et honnêtes diront non. Parce qu'eux-mêmes, en tant que membres de bureau, ont leur propriété à Bangolo. Mais c'est un intérêt de nous mettre ensemble et de projeter un certain développement. Et ce bureau est à charge plutôt de conduire cette projection. Donc ce bureau n'est pas au-dessus de la population de Bangolo. Donc ce bureau ne peut pas prétendre être propriétaire des propriétés de Bangolo. C'est exactement la même chose. La Côte d'Ivoire s'est installée d'abord, que nous puissions dire 62 ou jusqu'à 72 petites nations, elles étaient installées. Elles ont été ensemble violées, violentées par le fameux blanc, irresponsable du reste. Le colon se retirant nous laisse sa façon à lui de gérer, qu'il a hérité de son pays d'origine. D'où on va nous parler d'État. Donc, ils vont nous parler d'État.
Et l'État, c'est qui? L'État, c'est un représentant qu'on appelle président de la République qui forme un gouvernement. Ce sont les présidents d'institutions. Pour qu'on puisse organiser notre sécurité, notre santé, notre nourriture. Comment voudriez-vous que cet État, qui est une émanation donc de la nation, soit propriétaire des biens de la nation? Donc la première et la toute première proposition, et c'est pourquoi le REVAS vous regarde droit dans les yeux et sollicite votre suffrage, c'est qu'il faut déjà abolir cette loi de l'impérialiste, cette loi de l'esclavagiste. Il faut l'abolir. Parce que c'est l'esclavagiste qui dit que l'esclave n'a pas de propriété, mais toutes les propriétés de l'esclave lui appartiennent. C'est le roi qui dit que la terre lui appartient et que les rois sont ses sujets. Il n'a jamais été question de royauté en Côte d'Ivoire. Nous sommes une république. C'est-à-dire que le pouvoir appartient au peuple. Et c'est le peuple qui donne le pouvoir par représentation. Le président de la République qui n'est qu'un tout petit boy du peuple. Parce qu'il est un représentant du peuple. J'utilise les mots dans leur sens premier. Le président de la République est un serviteur du peuple. C'est un représentant du peuple. C'est un boy dans l'expression là du peuple. Comment pourra-t-il se prévaloir de son gouvernement d'être propriétaire des choses de son patron? Donc il y a une erreur fondamentale. Les textes ont été écrits pour que les gens restent dans le prolongement du colon. Oufoué le sait. Et la génération qui a succédé à Oufoué, avec qui nous sommes concurrents des diplômes, et d'ailleurs souvent nous en avons de mieux qu'eux, ne peut pas venir nous faire croire ça. Donc je veux dire, nous avons grandi. 60 ans, ça suffit pour être capable de dire les lois qui ne sont pas bonnes, pour être capable de dire les lois qui sont à changer. La première loi que le REVAS propose et que nous sollicitons la Côte d'Ivoire pour mettre en place le plus rapidement possible, c'est que la terre appartient aux populations autochtones, aux populations villageoises. Ainsi, si on divise globalement la Côte d'Ivoire dans ces 4 points cardinaux, le nord appartient aux populations du nord en termes de terre. Et nous allons y aller jusqu'au sous-sol. Ça leur appartient. Le jour où ils ont trouvé du pétrole quelque part, cette population doit en bénéficier. Regardez, allez à Irewata. Aujourd'hui, à l'exploitation de l'or là-bas, la terre principalement appartient au peuple de Didoko. Je crois que c'est ça exactement. Allez voir Irewata et le village d'Idoko. Si on vous dit qu'on exploite de l'or là-bas, que les gens d'Amsterdam ou quoi, je ne sais pas, transportent par tonnes chaque année là, vous allez rigoler. Iré est resté une ville poussiéreuse. Iré est resté une ville de sidéens. Parce que justement, quand il y a un tel attroupement à cause de l'Eldorado, les gens viennent à la maladie. Et à cause des forêts de là-bas, la population est très riche en Burkinabé et en Baoulé. Allez voir les femmes Baoulé qui sont là-bas. Comment elles souffrent du sida. Mais ce Iré-là n'a même pas un centre hospitalier parce que c'est un CHU. L'argent de l'or là ne peut pas construire un CHU. Parce qu'on sait qu'on va rejeter le cyanure qui sert à laver l'or. Et donc, la population de Iré, la population, je disais de Didoko, je crois exactement, va souffrir. Qu'est-ce qu'on a prévu pour les soigner? Vous comprenez? Donc, quand vous voyez que ces gens de problèmes, l'autorité villageoise n'a plus d'emprise pour les régler, jusqu'à ce que ça finisse par des coups de machette, c'est parce que nous sommes des Ivoirois, nous sommes des Ivoiriennes et nous sommes propriétaires de rien. C'est-à-dire que nous sommes assis sur des terres que nous pensons être les terres venues par héritage de nos ancêtres. Il y a un État qui va venir te chasser un matin, casser ta maison parce qu'il aurait trouvé du charbon en bas. Aujourd'hui, dans les grandes villes, les gens ont perdu leurs terres
Ils se sont appauvris. Ils n'ont même plus de cimetière pour enterrer leurs morts. Les Biguins à Abidjan, les BT de Dalois, les BT de Gagnois, les Barreaux de Didier Vie, de Toumaudi. On a annexé leurs terres et on dit votre terre appartient à la commune. Désormais, vous n'avez plus accès à ces terres. Et quand vous ne pouvez plus cultiver pour manger, l'État vous tourne le dos au lieu de penser à vous dédommager. Le plan d'eau lagunaire dans lequel les Biguins pêchaient du poisson pour manger, les crabes et autres, vous avez mis vos bateaux dedans, vous avez pollué cette eau. Au-delà même de les tuer, ils n'arrivent pas à manger parce qu'ils sont appauvris. Et lorsque le rêve va se dire, mais dédommageons-les. Parce que tout l'argent que vous récoltez dans leurs eaux, sur leurs terres, à Daoukro, à Niablé, à Niélé, à Touba, tout l'argent que vous récoltez parce que vous avez annexé leurs terres, identifions les propriétaires des terres et versons-les ne serait-ce que le prix du poisson et d'un sac de riz. Je dis ne serait-ce que ça au moins par an pour qu'eux aussi puissent vivre et mettre les enfants à l'école. Mais pour ça, il faut que la première chose qui soit reconnue, c'est que la terre appartient aux populations autochtones, aux populations villageoises. Deuxième question que nous nous posons. Le sous-préfet aurait établi des convocations. À ce jeune Burkinabé, il n'a jamais répondu. Vous voyez, quand je parle de ces choses, j'ai mal. Des gens comme ça, ils s'appellent sous-préfet. L'argent du contribuable leur donne une voiture, leur achète des kakis, des galons sur les épaules. Ils se prennent pour l'autorité administrative. Ils se promènent et souvent même, ils esclavagisent nos peuples. Tu tends une convocation à un individu qui ne répond pas. Alors que dans notre administration, le sous-préfet peut réquisitionner même l'armée. Il n'est pas allé chercher ce jeune homme pour venir répondre de ses actes. Moi, je suis étonné. Des cadres intelligibles et intelligents comme moi, on m'envoie des vagabonds pour m'arrêter. Moi, j'ai enseigné au moins 3 000 à 4 000, peut-être même voire 6 000 Ivoirois. Beaucoup travaillent aujourd'hui. J'ai produit pour ma nation. Et vous m'envoyez des bandits m'arrêter. Pourquoi? Parce que je suis pas sujet de mon pays. Et quand un Burkinabé vient annexer la plantation d'un digne fils de ce pays, il y a un sous-préfet qui lui envoie des convocations. Et quand ce jeune Burkinabé ne répond pas, le sous-préfet n'a pas d'autorité. Voyez-moi ça. Alors que c'est nous, notre argent, qui sert à lui payer le carburant. Ce jeune, je veux dire, c'est Wobé, permettez-moi que je les appelle comme ça. Parce que nous, les ballons, on les appelle là-bas la Wobé. Il est incontribuable. Il subit les piqûres d'insectes, les morsures de serpents. Et ce qu'il produit, c'est ça qui donne le carburant à ce sous-préfet. C'est ça qui lui donne la maison dans laquelle il dort. C'est ça qui lui donne la voiture climatisée dans laquelle il roule avec son chapeau là. Et lui, quand il adresse une convocation à un individu indélicat qu'il ne répond pas, le sous-préfet s'en fout. Il ne va pas le chercher. Jusqu'à ce que le résultat final soit que ce jeune homme-là, propriétaire de sa propre plantation, soit découpé. Moi, je regarde le peuple de Côte d'Ivoire, j'ai pitié. Je regarde notre administration, j'ai honte. Mais ça, si c'était un instituteur, un infirmier, un professeur d'université qui avait dit quelque chose, il se trouverait un Adou Richard très excité pour aller le chercher, pour venir faire des conférences de presse. Oh, Adou, Aouyo. Aouyo, mon petit. Et là, on ne peut pas aller le chercher. Il ne répond pas aux convocations de l'autorité. Personne ne va le chercher. Jusqu'à ce qu'il prenne sa machette et qu'il découpe. On me dit, il est à la gendarmerie. Pourquoi n'apprenons-nous pas à éviter le pays? Je ne peux pas admettre
Tout au plus, le sous-préfet a 2 convocations à lancer. Et que la 3e, c'est la gendarmerie qui est sur les lieux pour amener ce jeune homme. Pour venir répondre. On n'a pas dit que parce que la gendarmerie le ramène, il va aller forcément en prison. Mais l'autorité du sous-préfet ne peut pas être bafouée. Enfin, est-ce qu'il connaît son rôle même d'ailleurs? Vu comment les gens sont reçus au concours et comment ils ont les diplômes pour sortir, bon, je m'inquiète déjà même pour cette école qui n'a aucune valeur éducative aujourd'hui. Donc, on sort des gens qui sont sans compétences. Je peux comprendre. Alors, regardez. 3 éléments qui se sont juxtaposés pour venir nous créer le drame. D'abord, il dit que la plantation lui a été vendue par une tierce personne qui n'arrive pas à identifier. Donc, X. À quel moment? Pendant la rébellion? Vous voyez, j'ai mal au cœur. C'est quand j'arrive à ces choses et que je vois ce Guillaume, ce petit bandit éventru, en train de se promener là à Paris et dans les villes européennes pour rôter là. J'ai mal. Parce qu'il ne sait pas que ce sont les séquelles de ce qu'il a fait là qui sont là. Toi, tu dis que tu as porté un boubou et qu'on t'a empêché de porter le boubou. Je pensais qu'aujourd'hui, tu nous aurais créé les boubous de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs et que même en Europe, là-bas, tu serais tout le temps en train de te balader en boubou pour prouver la valeur de ce qui t'a poussé à nourrir la terre de Côte d'Ivoire par le sang des Ivoiriens. Et maintenant, tu rases le mur. Moi, je n'ai rien contre toi. De toute façon, tu es un enfant. Moi, je te parle comme ton père te parle. Mais tu vas payer, mon petit. Le temps que Dieu prend pour observer les minables comme toi, c'est le temps lui-même de son propre amour. Mais sinon, ton sort est déjà scellé. Continue de danser. Mais il faut savoir que ce que tu nous as laissé en Côte d'Ivoire ici, là, on va régler ça sans toi. Donc, une plantation, il dit que c'est vendu par X. Mais l'autorité villageoise ne peut pas régler. La terre ne lui appartient pas. Ce n'est pas la loi que nous défendons ici. Et ça là, peut-être que même si on va vérifier, comme il dit avoir acheté, peut-être que même ce Burkinabé a un titre foncier. Je dis bien peut-être. Mais regardez, que faisons-nous de la solidarité villageoise? Il y a un de vos frères dont la plantation est en train d'être arrachée. Et qui tout le temps est dans l'invective et dans les disputes avec quelqu'un à qui il demande de quitter la forêt. Quelle assistance avez-vous apporté? Le REVAS est un parti non violent. Donc, nous ne sommes pas en train d'envisager la solution de la violence. Mais moi, j'ai eu le privilège de naître au village, de grandir au village. Et j'y suis allé tout le temps. Là où je ne suis pas allé dans mon village, c'est pendant les 12 mois de mon emprisonnement. Sinon, je suis régulièrement chaque week-end dans mon village. C'est là qu'a été enterré mon cordon ombilical. Et j'ai assisté à beaucoup de règlements de litiges de ce genre. Parce que tu dis que tu as acheté, tu dois montrer qui t'a vendu. Tu dois présenter le reçu. On te dira si celui qui t'a vendu a le droit de te vendre ou non. Auquel cas, toi tu laisses leur bien et tu vas te faire rembourser. Je suis étonné que la population villageoise s'est assise sans aborder le sujet avec cette sagesse. Jusqu'à ce que ça dégénère en coup de machette. Je suis attristé. Mais ça aussi, le deuxième élément, c'est que la politique faite en Côte d'Ivoire a détruit les autorités villageoises. Ou disons, a détruit l'autorité villageoise. Aujourd'hui, nos chefs traditionnels, dans la grande structure de la chefferie traditionnelle, n'ont plus le pouvoir dans nos villages. Parce que le député va le bannir. Parce que un jeune du village qui a été nommé directeur se croit supérieur. C'est pas comme ça Sam Tiassé a enlevé le chef de Cocody pour mettre son ami. C'est-à-dire notre politique a détruit, vous voyez, la structure villageoise, qui est le premier tissu de sécurité de notre peuple. Parce qu'autour d'un problème,
C'est pour ça qu'on parle d'arbre à palabre. Ça ne veut pas dire que c'est arbre à coups de poing. Palabrer, discuter, échanger. Souvent, les échanges sont chauds, mais la lumière jaillit, la vérité sort. Les justes donnent la sanction. On n'a pas pu faire ça. Ou on peut se rabattre sur le sous-préfet. Et le sous-préfet n'a pas pu se saisir de la gendarmerie pour ramener le calme à cet endroit. Aujourd'hui que le drame est arrivé, j'ai vu dans les commentaires que le jeune Burkinabé là est au commissariat, enfin, est à la gendarmerie. Leur intervention aurait anticipé sur ce drame. Parce que vous voyez, quand vous voulez diriger un pays, il faut avoir la capacité, la compétence, l'intelligence d'anticiper. Parce que déjà dans nos réflexions, on pouvait dire, mais s'il y a conflit, on règle comment? Avant, quand nous étions jeunes, les conflits commencent par se régler dans les quartiers. Si Ndrikonankro, ou Blendukro, ou Lukoublé Akwaswasu, ou Nglobo Blé, s'ils n'ont pas maîtrisé le litige, c'est alors que le chef du village va apprendre et qu'on va passer à un niveau supérieur du règlement. S'il n'est pas content, on va aller à Kondro Krogasano, où se trouve le chef canton. On l'appelle chef tribu. Quand on arrive là-bas, on ne peut plus aller devant. Le système traditionnel se limite là. Si le chef tribu t'a donné tort, logiquement c'est fini. Partout où tu voudras aller, personne ne t'accompagnera. Puisque, après quand on a connu le tribunal, tu es libre d'aller au tribunal. Mais aucun villageois ne t'accompagnera. Parce que tu sors de leur système. Pourquoi aujourd'hui, ces choses ne peuvent pas fonctionner? Parce que la façon de faire la politique en Côte d'Ivoire a brisé toutes ces chaînes. Nous, qui nous disons être des cadres de la ville, c'est nous qui avons détruit nos villages. Le deuxième groupe très dangereux, ce sont les chrétiens. Regardez-moi bien, hein. Les chrétiens, c'est eux qui détruisent nos villages. Les chrétiens et les cadres. Les chrétiens ont détruit tous les interdits des villages, qui étaient des gardiens des villages. On dit on ne va pas au marigot la nuit. Eux, ils s'en foutent, ils vont la nuit. On dit la forêt là est classée, sacrée, on ne rentre pas là-bas. Et ils vont casser bois là-bas parce qu'ils sont chrétiens. Vous voyez? Quand dans un village, vous ôtez ce qui fait la peur des gens pour se tenir en respect, vous avez détruit le tissu du village. Le tissu militaire. Le respect de la chose sacrée. Et les deux groupes qui détruisent ça, ce sont les soi-disant cadres et les chrétiens. Et quand le cadre se dit encore chrétien, c'est pire. Nous disons, retournons à nos valeurs sources. Retournons au respect du sacré. Retournons au respect du droit d'aînesse. Retournons au respect socio-culturel. Retournons au règlement des litiges selon nos valeurs culturelles. Parce que l'environnement est connu et maîtrisé par nous. On dit qu'un juge fonde sa décision sur sa conviction intime. C'est vrai. Mais comment va-t-il être convaincu de quoi? Parce que deux Yacouba ont des querelles. Le juge qui est assis devant eux est Korogolais. Ce que les deux là vont dire, qui fondent leur raison de leur conflit, n'est pas écrit dans la loi que vous avez pris en France pour envoyer là. Mais c'est écrit dans les livres traditionnels. C'est pour ça que celui qui doit décanter cette affaire, c'est la chefferie traditionnelle. Mais si c'est vos lois et jurisprudences que vous avez copiées sur le bord de la Seine pour amener ici, pour en faire des livres de couverture orange, blanc, vert, vous ne pourrez jamais trancher les sujets de nos traditions. Comment vous réglez les problèmes de sorcellerie?
Donc, il faut que nos nations africaines se bâtissent par rapport à nos valeurs socioculturelles. Et si nous nous proposons 12 gouvernorats, c'est parce que ces 12 gouvernorats, tels que nous les avons découpés, et ça reste à peaufiner, vont respecter des grands groupes socioculturels. D'abord pour alimenter notre tourisme, mais parce qu'ils doivent apprendre désormais à régler leurs problèmes en tenant compte de toutes les alliances déjà établies qui viennent nous sauver. Entre, je crois, le Sénoufo et le Yacouba, qui mettra qui en prison? Personne. Parce que ces deux peuples sont fondés sur des alliances. Aucun des peuples n'a le droit de faire du tort à l'autre. Cette alliance est bâtie sur des malédictions qu'ils ont proclamées ensemble. Dans le respect de ça, ils ne vont jamais se battre. Un jour, je vous parlerai des alliances. Mais aujourd'hui, comme les gens ont envie de nous détruire, ils nous ont demandé de sauter tout ce qui est valeur, qui nous donne de vivre ensemble, sans heurts, pour nous laisser être jugés par le blanc et sa loi. Et le blanc et sa loi, ne s'appuyant pas sur nos valeurs socioculturelles, souvent donnent raison à celui qui a tort. Et donc finalement on assiste, celui qui a l'argent, c'est lui qui a raison. Celui qui à la limite peut payer un avocat, c'est lui qui est mieux défendu. Et celui dont l'avocat est plus habile pour entrer dans le bureau du juge, la plupart du temps c'est lui qui va gagner. Comprenez bien ce que j'ai dit. La corruption est devenue le langage de la vérité aujourd'hui. Frères et sœurs, dans ce dernier quart d'heure, l'heureux va à nouveau apporter sa solution du foncier. Numéro 1, la terre appartient aux populations villageoises. Quand nous disons terre, nous disons sol, sous-sol. Il faut rétablir les choses. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut que désormais, l'Ivoirois, l'Ivoirienne, ait de fait un titre foncier gratuit. Tout ce qu'on lui demandera, c'est d'aller borner son champ avec les topos. Quand il vient avec son plan topo, l'État lui établit gratuitement son titre foncier sur toute l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire. On va redécouper Abidjan en titre foncier pour donner aux Bigans. On va redécouper Daloa, Gagnoa en titre foncier pour donner aux vrais propriétaires BT. On va redécouper la mairie de Didier-Ville pour donner les... Voilà. Et si vous avez construit l'hôpital sur moi, mon terrain à Didier-Ville, tant que votre hôpital est sur mon terrain, ce que l'hôpital engrange là, vous me donnez aussi. Un contrat sera bien signé. Troisièmement, il faut que la notion de propriétaire terrien soit scellée et que toute autre personne soit exploitant de terre. De sorte que en ville ou au champ, c'est-à-dire en milieu rural, si je vais à Daloa aujourd'hui et que j'obtiens une forêt là-bas, je ne peux pas prétendre être propriétaire. Et il n'y aura jamais de contrat de vente ni d'achat entre mon patron et moi. C'est comme ça qu'on s'appelle en réalité. Il est le patron, je suis l'exploitant. Le contrat qui est entre nous, selon la superficie, je peux donner ce qu'on va décider, soit chaque 6 mois, soit chaque année. Le jour où notre contrat arrive à terme et qu'il ne veut plus de moi, on déchire le contrat, je retourne chez moi. Parce que quand on le dit, les gens sont choqués. Mais moi, mon papa a quitté Nglobo où il a sa terre pour aller à Didoko là, pour faire champ. Lui va prétendre que la terre qu'il a trouvée à Iré lui appartient. Maintenant, lui, sa terre qu'il a laissée à Didier, il l'a donnée à qui? Est-ce que M. Dadier, qui lui a donné sa terre à Iré, va venir dire que Ngoran, ta terre là, c'est pour moi? Même si Dadier veut oser, est-ce que moi, je vais accepter que mon héritage soit donné à Dadier? C'est sur cette base qu'il faut être honnête et poser les problèmes de notre pays avec lucidité.
Tu n'es pas... Chacun, sur la terre, là, sur la Côte d'Ivoire, là, chacun selon son origine a sa terre déjà. Il doit avoir son titre foncier sur cette terre. S'il quitte là, pour aller ailleurs, il ne peut qu'être exploitant de terre. Si je vais à Mans et que je bâtis une école, cette école est bâtie sur le terrain d'un manoir. Ce que je vais engranger dans l'école là, il aura sa part. Moi, je peux lui laisser ça. Parce que c'est sa terre. Et la terre, d'abord, on ne doit pas la vendre. Et quand on a commis l'erreur de vendre, la terre ne se vend pas à perpétuité. Voilà ce que le Revas propose. Et une fois que la terre appartiendrait aux populations autochtones et qu'aucun étranger ne peut être propriétaire de terre et ne pourra jamais bénéficier d'un titre foncier, comment croyez-vous qu'un Burkinabé va arriver ici et puis va dire la payer terre? Puisqu'on ne vend pas. Il aura en main un contrat d'exploitation avec des termes encadrés par l'État de Côte d'Ivoire qui sera alors dirigé par le Revas. Nous le souhaitons bien fort. Parce que vous savez que ce que nous vous disons là, c'est ça qui est la vérité. Tant que votre hôtel d'Ivoire là est sur mon terrain, ce que vous gagnez, vous me donnez aussi. Jusqu'à ce que vous décidez de partir. Ou que notre contrat arrive à terme et que je vous chasse. C'est clair. C'est notre prochaine chance de mettre fin au conflit foncier. C'est notre prochaine chance d'arrêter les massacres à cause du foncier. Oublions l'escroquerie morale de Houphouët-Boigny quand il a réussi à ériger une loi perverse. La terre appartient à celui qui la met en valeur. En bon? Vous croyez ça? Donc moi je vais débarquer au Burkina là. Je mets une terre en valeur là-bas, je deviens propriétaire de terre. Pourquoi vous êtes méchant et vous ne voulez pas comprendre les choses? Je ne le ferai même pas. Parce qu'en quittant ma terre natale, qui est celle de Ndrikonankro, et que je prends mon train pour aller au Burkina, j'ai dans ma tête que je ne peux pas être propriétaire de terre là-bas. Parce que je sais que c'est un principe de fonctionnement africain qui nous habite nous tous. Donc, si j'arrive à Bobo Dioulasso et que je vais exploiter de la terre, je m'adresse au propriétaire, je suis exploitant de terre. Le jour où je dois partir, je n'ai même pas à vendre à quelqu'un. J'ai dit au propriétaire, je m'en vais. Tu dis au propriétaire, je m'en vais. Bon, comme il y a mes installations dessus, est-ce que tu peux me donner quelque chose? Vous pouvez vous entendre? Imagine que tu as fait de l'élevage, tu veux partir, tu veux lui laisser les bœufs là. S'il veut, il perd, sinon tu brades et puis tu t'en vas. J'ai dit c'est la seule solution pour que dans 3-4 ans, nous n'explosons pas. Et nous avons foi et confiance dans cette proposition du Revas. Ça va nous éviter de nous découper. Et je vous en conjure, Ivoirois. Levez-vous. Ouvrez vos oreilles. Écoutez ce que je vous dis. Ouvrez vos yeux. Suivez le chemin que je vous indique. C'est là que nous voulons nous arrêter. Désormais, aucun étranger, qu'il soit étranger venu de l'extérieur ou interne, aucune société multinationale, ni l'État de Côte d'Ivoire, n'est propriétaire de terre. La terre appartient aux populations autochtones. Donc chacun, depuis sa famille, est propriétaire de sa terre à son titre foncier. Les autres qui arrivent sont des exploitants de terre. Une fois que ces lois sont claires, une fois que ces lois sont claires, mais celui qui vient marche selon cette loi. Sinon, notre police, pour la ville, notre gendarmerie, pour l'intérieur, pour le rural,
Au besoin même l'armée règle ce problème. Force revient à l'autorité de la loi. Parce qu'on a établi les lois claires. Tu es français, tu ne peux pas avoir titre foncier ici. Si tu es venu, tu es exploitant de terre, tu as signé un contrat. Tu ne veux pas respecter le contrat, la Côte d'Ivoire utilisera tous les moyens nécessaires à sa disposition pour t'expulser de là. Bon sang. Comment pouvons-nous laisser ces choses aller jusqu'à arriver au drame? Mais parce qu'on n'est pas outillé. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas d'encadrement du foncier correctement. Les gens sont restés dans l'émotion électorale. Les gens ne veulent pas aborder les sujets en vérité. Parce qu'ils ont peur de perdre un électorat quelconque. Eh bien moi, je n'ai pas peur de perdre un électorat. Non. Parce que le jour, le voile va se déchirer, toute la Côte d'Ivoire va me plébisciter. Donc, je ne suis pas inquiet. C'est une question de temps. Mais déjà, rendez-vous au 31 octobre 2020. C'est sur ces mots que je salue la patrie de la vraie fraternité. Paix et joie à la Côte d'Ivoire. Shalom.